Il s'agit de l'Hôtel de Ville. Construit dans l'entre-deux-guerres, ce géant de béton perce le quartier grâce à ses proportions monumentales. « 145 mètres de long, 45 mètres de large, 3 étages qui culminent à 30 mètres de haut et un immense beffroi qui dépasse les 100 mètres. Des dimensions totalement atypiques pour un bâtiment de ce type. C'est un bâtiment d'une certaine grandiloquence architecturale qui ne peut pas correspondre simplement à un besoin administratif. Alors, pourquoi avoir construit un projet aussi pharaonique à Lille au lendemain de la Première Guerre mondiale? Pour mieux comprendre, il faut se replonger dans le contexte. La ville est durement marquée par la guerre. Son hôtel de ville a brûlé accidentellement. Il faut donc le reconstruire. Mais où et comment? On choisit alors un quartier éloigné de son emplacement d'origine, le quartier Saint-Sauveur. Ce bâtiment est vraiment destiné à devenir une espèce de tête de pont d'une réorganisation du quartier et par extension de la ville. Il s'agit d'un quartier ouvrier et insalubre. Or, la mairie vient de passer aux mains des socialistes qui veulent frapper fort dans la capitale du Nord. Ça doit être un emblème de la ville, ça doit être un repère. C'est un espace politique, idéologique, en quelque sorte. L'international a été inventé ici. Si la restructuration urbaine se perd rapidement en chemin, l'hôtel de ville, lui, est bien construit. Et pour porter haut et fort les couleurs de Lille, l'architecte Émile Dubuisson dessine un bâtiment hors norme, qui mêle tradition de la brique et modernité du béton armé, utilisé à grande échelle et laissé apparent sur tout l'édifice. L'hôtel de ville de Lille, c'est une glorification du béton sous toutes ses formes. Il est employé pour la structure du bâtiment, l'ossature en quelque sorte, pour faire tenir le bâtiment. Et en même temps, le béton est aussi largement employé dans des aspects de surface. Le meilleur exemple de cette utilisation extensive du béton est la grande galerie qui traverse le bâtiment de part en part. Elle atteint l'incroyable longueur de 145 mètres, soit 2 Boeing 747 mis bout à bout. C'est vrai qu'on est dans une ambiance qui est plus proche de ce qu'on peut trouver dans les gratte-ciel des années 20-30 à New York. Cette espèce de luxe, cette espèce d'ampleur des espaces. L'idée de faire un très grand hall comparable à un hall de gare, par exemple, montre l'incorporation d'idées qui sont nouvelles pour un hôtel de ville. L'idée est en fait de gérer l'administration de la ville avec les méthodes les plus avancées de l'époque, inspirées de la banque, du commerce ou de l'industrie. La grande galerie rationalise donc l'espace qui dessert les différents halls et services situés sur les côtés, ainsi que les escaliers monumentaux, et évite ainsi les dédales de couloirs. Mais avec ses 7 mètres de haut et ses 16 mètres de large, cette énorme rue couverte impose d'importantes contraintes techniques. Cette grande galerie a des portées très larges, très peu de points d'appui intermédiaires, c'est-à-dire que dans la grande galerie, on se passe de murs au profit de colonnes. Alors pour soutenir l'énorme poids des étages supérieurs du bâtiment, Émile Dubuisson implante 42 colonnes de béton armé. Une technique architecturale qui a déjà fait ses preuves depuis plusieurs siècles. Émile Dubuisson conçoit un dispositif un petit peu comparable à une cathédrale avec une nef principale qui est celle par laquelle on rentre dans l'édifice et que l'on parcourt largement et des travées parallèles qui permettent d'accéder à d'autres niveaux de service dans ces espaces. Grâce à cette technique, l'architecte peut donc laisser le rez-de-chaussée totalement dégagé. Mais il doit faire face à un nouveau défi. Comment ne pas donner une ambiance industrielle au lieu avec tout ce béton apparent? Pour cela, il va déployer des trésors de créativité. Il
va développer un dispositif de gigantesques chapiteaux qui donne un aspect optique à la colonne qui apparaît plus gracile grâce à cet effet décoratif. Ces chapiteaux ne sont pas seulement larges, ils sont surtout finement ornés de motifs floraux. Et pour réaliser un décor aussi grand, fluide et précis, il faut avoir recours à des techniques de pointe en matière de béton armé. Entre 1920 et 1930, on arrive, on va dire, à l'apogée de la maîtrise de toutes ces techniques de finition du béton. On est à une époque où le béton armé fait l'objet d'un certain nombre de recherches. Si le béton armé n'est pas un matériau nouveau, Émile Dubuisson va démontrer ici l'incroyable maîtrise qu'il a de ce moyen de construction. Ça a été diffusé dans la presse spécialisée de l'époque comme une performance et comme quelque chose de tout à fait spécial. Car en effet, pour réaliser ces 42 chapiteaux, il faut couler le béton dans d'énormes moules de 4 mètres de large à près de 7 mètres de haut. Un défi avec les moyens de levage de l'époque. On aurait pu faire des moules en fonte, mais c'était un peu lourd et c'était compliqué d'assemblage. Il y a un vrai problème de mise en œuvre. L'invention de Dubuisson, c'est d'utiliser des moules en aluminium, qui est un matériau léger et bien lisse. C'était quand même quelque chose qui était certainement très onéreux à réaliser. En créant des coques d'aluminium de 2 cm d'épaisseur, Émile Dubuisson tient sa solution technique. Mais il n'a pas encore résolu tous les problèmes. L'aluminium a tendance un petit peu à se déformer, donc il n'aurait pas été possible de réaliser une pièce suffisamment rigide d'un seul tenant. Le moule est constitué de 8 parties, avec donc des parties principales qui sont les plus larges, des parties secondaires qui sont un petit peu plus étroites. Des moules en aluminium constitués de 8 morceaux séparés sont donc assemblés en haut des piliers de la galerie afin de couler les chapiteaux. L'opération s'effectue en 2 phases. Un béton liquide et clair est d'abord projeté au canon à ciment. Il forme ainsi une pellicule qui, une fois solidifiée, constituera la surface apparente du béton. La partie intérieure du chapiteau, elle, qui contient toute l'armature métallique, est ensuite remplie avec du béton et du gravier. En tout, seulement 3 moules entiers en aluminium ont été créés pour l'ensemble du chantier et ont été déplacés au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur les 42 piliers de la galerie. Une fois démoulé, le béton présente une surface incroyablement douce et soyeuse, bien loin de l'image que l'on en a habituellement. Cette finition, elle est arrivée, on va dire, à un point de sophistication qui est quand même assez rare. Le béton était mélangé avec une espèce de pierre calcaire qui permettait d'avoir une finition très nette. On arrive à obtenir donc une surface qui est très proche de celle d'une pierre taillée traditionnelle. Mais évidemment, on a l'absence complète de joints, donc une continuité totale. Grâce à ce dispositif, la galerie présente une homogénéité architecturale remarquable. D'autant que pour répondre à cette frondaison de béton, l'architecte a choisi de paver le sol de plus de 2000 m² de marbre. Une surface considérable pour un matériau aussi noble et cher. L'ensemble représente la vitrine prestigieuse de la Cité du Nord auprès de ses citoyens.